Quels sont les points communs entre l'occultisme et le socialisme? Entre les trottinettes électriques et les idéologies woke? Les incels et les influenceuses? Quelles sont ces évolutions désastreuses et troubles que l'humanité est en train de vivre et que beaucoup d'entre nous sentent sans toujours parvenir à les nommer? Comment tenter d'expliquer cette époque confuse et creuse, joviale et malheureuse, hystérique et zombifiée? Philippe Meuret est sans doute le penseur français le plus important des dernières décennies. Né en 1945 à Angers, mort en 2006 à Villejuif d'un cancer du poumon, il avait senti et décrit avec une verve incisive de nombreuses mutations humaines et sociétales qui n'ont fait que se renforcer depuis. Il y a 20 ans, il avait déjà vu le développement de ce tribunal moral omniprésent, la disparition des individus, le triomphe des masses rageuses, ou encore la confusion d'une époque qui ne fait plus de différence entre la vie privée et l'espace public, entre son présent et son histoire, ses fantasmes et la réalité. De la même manière que nous nous retrouvons projetés dans le monde de Philippe Cadic lorsque surgit une vidéo de deepfake a priori authentique, dont les artifices sont indiscernables, ou dans celui de Kafka lorsque nous sommes en proie à l'absurdité labyrinthique de l'administration, il arrive aussi souvent que nous nous retrouvions dans la peau de Philippe Meuret, et ce même si nous ne l'avons jamais lu. De nombreux essais sur les bouleversements en cours parus ces dernières années s'inscrivent dans la continuité de son œuvre. La civilisation du cocon, l'enfant chef de la famille, la planète disneylandisée, la religion woke, la civilisation du poisson rouge, et des dizaines d'autres. Mais tous ces livres ne sont que des fragments dépourvus de vision d'ensemble. Meuret est le seul qui a su penser tous ces phénomènes et bien d'autres dans leur ensemble, dénichant les liens secrets qui les unissent. Parler de Philippe Meuret, de surcroît sur YouTube, est un exercice périlleux. Lui qui se moquait allègrement des commémorations remâchant les œuvres des artistes jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une bouillie conforme à l'idéologie du commémorateur, on l'imagine déjà ricaner doucement, la clope au bec, en écoutant cette introduction, s'imaginant à son tour passer à la moulinette, tronçonner, réarranger, atomiser, youtubiser. On ne peut pas parler de l'œuvre de Meuret en s'arrêtant à une poignée de concepts, comme on le fait souvent. On ne peut pas présenter Homo festivus sans parler du décor factice dans lequel il évolue, ni expliquer la théorie de la fin de l'histoire sans parler des enfants hargneux qui peuplent les ruines du monde. Cette vidéo a donc pour but de présenter la pensée de Meuret dans le détail, tout en montrant que les événements récents valident à peu près toutes ces théories. J'y apporterai ponctuellement des réflexions personnelles en prolongement de ces analyses. J'espère que les lecteurs de Meuret prendront plaisir à y retrouver des détails oubliés et donner envie aux autres de lire ces livres. Première partie. La fête des enfants. Pour décrire l'homme de son époque, Philippe Meuret forge le concept d'Homo festivus, l'homme de l'époque festive. Cette époque festive se caractérise bien sûr par la prolifération des fêtes. Halloween, Noël, la fête de la musique, la Pride, le printemps des poètes, la fête du cinéma, la fête nationale, et tous ces innombrables festivals. Ces fêtes vident de toute substance ce qu'elles sont supposées fêter. À peu près plus personne ne célèbre la nativité le soir de Noël, la Toussaint a fait place à Halloween, la fête de la musique est en réalité une fête des bruits de basse fréquence, des boum-boum, et le printemps des poètes n'est quant à lui qu'une bouillie de bons sentiments. Mais le festivisme n'est pas seulement une tendance à faire la fête à tour de bras, c'est surtout une atmosphère et un état d'esprit. C'est même devenu une véritable valeur, la seule valeur qu'on ait su affirmer au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, comme s'en moquait Blanche Gardin en ironisant sur le slogan « Paris est une fête ». Le festif, c'est cet optimisme un peu dément qui s'est insinué dans les paroles et les gestes, la mise en scène d'une fausse joie. C'est le bruit qui étouffe les paroles. C'est la disparition des individus qui se fondent dans le groupe. C'est l'esprit qui s'éteint pour que le corps se déchaîne sur la piste de danse. C'est aussi une manière de militer et de se révolter, donc de ne pas vraiment se révolter. C'est le néant. Car comme l'écrit Meuret, c'est évidemment lorsque plus rien n'existe qu'il devient urgent de se montrer, et lorsqu'on n'a plus rien à dire qu'il devient indispensable de le crier. Autrement dit, la fête, c'est ce qui remplace la vie. Ce néant repose sur le culte de l'enfant, du jeune.
C'est ce que Murray appelle la juvénomanie, ou l'infantéisme. Homo festivus adore le jeune pour son innocence, sa beauté. Il est d'ailleurs persuadé que tout ce qui est neuf est bon. Ce culte, on le voit aujourd'hui triompher à travers ces enfants transsexuels envoyés sur les plateaux de télévision ou devant des assemblées politiques, transformés par là même en slogans. L'hyperpopularité des contenus pour enfants sur YouTube, d'ailleurs mise en valeur par l'algorithme de la plateforme, ou encore Greta Thunberg, qui après avoir poussé ses parents à devenir véganes et à ne plus prendre l'avion, est devenue une icône du mouvement écologiste à l'âge de 15 ans, non pas parce qu'elle apportait des idées nouvelles, ni par sa radicalité qui existait déjà, mais parce qu'elle était jeune, et femme, et autiste. Homo festivus est lui-même plongé dans une enfance perpétuelle, ou plutôt une jeunesse permanente et irresponsable. Il roulait en roller à l'époque de Murray, il a maintenant la trottinette. La ville est pour lui un terrain de jeu. Et comme un enfant, Homo festivus a tendance à abandonner ses jouets en plein milieu du bac à sable. Ses activités en général sont des activités d'enfant, et on parle même maintenant de kidulting pour désigner ce phénomène. Il part à la chasse aux Pokémon dans sa ville avec Pokémon Go, se déguise avec les filtres Snapchat ou en faisant du cosplay, joue aux jeux vidéo et passe son dimanche après-midi au bowling, au laser game ou dans un escape game. Son langage même est un langage de bac à sable. Homo festivus utilise le mot fille pour désigner une femme et appelle celle qu'il aime sa copine ou sa petite amie. Il envoie des petits cœurs à ses amis sur les réseaux sociaux et ponctue tous ses messages de gentils smileys. Cet infantilisme relève en partie d'un conditionnement social. À l'école, les dogmes pédagogiques poussent les enseignants à considérer leurs élèves comme les constructeurs autonomes de leur propre savoir, à organiser des jeux pédagogiques, et on demande même parfois aux lycéens d'exprimer leurs émotions face à un texte littéraire avant d'en commencer l'analyse. Dans cette nouvelle vision de l'instruction, où l'enseignant devient un animateur, l'école n'est plus chargée de transformer les élèves pour en faire des adultes, elle se transforme elle-même en jardin d'enfants. Puis cela continue dans le monde du travail, en particulier dans les jeunes entreprises qui adoptent un management à l'américaine. On installe des tables de baby-foot comme chez Google pour que les employés s'amusent, ou on organise des random lunch et des sorties de team building pour forcer des collègues à devenir copains. Car bien sûr, ils ne peuvent pas avoir des relations purement professionnelles, il faut de l'affect. Enfin, la ville même où évolue Homo festivus est infantilisante. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais ce sont par exemple ces serveurs de coffee shop qui vous tutoient et s'adressent à vous comme si vous étiez des potes, ou ces cercles peints sur les quais des gares pendant la période de distanciation physique sur lesquels les voyageurs étaient invités à se positionner. Cependant, tout comme l'enfant est en réalité loin de l'image d'Épinal sous laquelle on nous le présente en permanence, Homo festivus est loin d'être un bambin tout mignon. Voici le portrait général que dresse Philippe Murray de l'homme-enfant contemporain. Il est cet être qui ne supporte pas les nuances, les contradictions et l'ironie, qui désire sur le champ du vrai ou du faux. Il est capricieux, séducteur et cruel. Il n'a aucune personnalité. Il vit dans la croyance béate que la nature est gentille et le déni des risques inhérents à la vie. Il vit dans l'émotion, l'illusion, et non dans la rationalité, dans le principe de plaisir et non dans le principe de réalité. Ces deux notions, Murray les emprunte à Sigmund Freud. Le principe de plaisir est la tendance naturelle à satisfaire ses désirs. Il est censé être régulé par le principe de réalité, qui pousse l'individu à se détourner des plaisirs immédiats et lui permet de développer une conscience, puis une pensée. Homo festivus, lui, ne tient pas compte de la réalité du monde et ne s'intéresse qu'à la satisfaction de ses désirs. Ce triomphe du principe de plaisir provient notamment de la disparition du désillusionnement des individus face au monde, essentiel dans le passage à l'âge adulte, et que Murray évoque souvent à travers ses paroles de Céline. On est parti dans la vie avec les conseils des parents. Ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans les salades qui étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti comme on a pu de ces conflagrations funestes, plutôt de traviole, tout crabe baveux, à reculons, pas tant moins. Aujourd'hui, le règne de la maman poule, ou encore des parents hélicoptères, c'est-à-dire de la surprotection des enfants, empêche les enfants de devenir des adultes.
Les parents hélicoptères survolent et surveillent la vie de leurs enfants en permanence afin de leur éviter la moindre expérience désagréable, la moindre frustration. Ils contestent les mauvais résultats scolaires de leurs enfants ou font leurs devoirs à leur place. Ils cèdent à tous leurs caprices ou les empêchent de sortir. Ils nettoient derrière eux et leur disent quoi faire à la première incertitude. C'est l'instinct maternel qui domine, révélant un visage effrayant, comme dans la chanson de Pink Floyd, Mother. Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up till you come in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. En un mot, ces parents hélicoptères maintiennent leurs enfants dans le monde des illusions, des caprices, de l'indifférenciation entre leurs désirs et la réalité. Ils les empêchent de penser et d'agir par eux-mêmes et de développer une personnalité. Ils les protègent jusqu'à les détruire. Le principe de plaisir se traduit aussi, plus généralement, par l'omniprésence des bons sentiments, à un tel point que ceux-ci deviennent tyranniques. Ce despotisme du positif interdit toute ambivalence, toute interrogation, toute contradiction, toute ironie et toute critique. Et si Homo festivus célèbre l'altérité féminine ou celle des minorités, il ne tolère en réalité aucune différence, n'accepte aucune pensée divergente. C'est par exemple le gauchiste qui célèbre l'ouverture d'esprit tout en méprisant tous ceux qui pensent différemment de lui. Cette tyrannie du positif est d'autant plus difficile à combattre qu'elle ne consiste pas en un contrôle des populations par l'État. Elle est l'esprit du temps, diffus et invisible, le contrôle des populations par elles-mêmes. Le despotisme du positif, c'est aussi l'interdiction absolue de toute négativité, que Murray appelle nihilisme rose ou interdit de l'alceste, c'est-à-dire interdit de misanthropie. C'est le refus de tout point de vue pessimiste, mais aussi le déni de la négativité inhérente au monde. Ainsi, lorsqu'une catastrophe naturelle survient, l'homme contemporain veut à tout prix qu'il y ait des responsables. Un guide de montagne trop imprudent dans le cas d'une avalanche, ou dans celui d'une épidémie, l'État, qui n'aurait pas pris toutes les précautions nécessaires, qui aurait dû prévoir jusqu'à l'imprévisible. Ce refus du négatif se révèle aussi à travers la falsification euphémistique, ou l'adoucissement du réel par le langage. Par exemple, pour notre société qui prône l'égalité absolue en tout, le handicap, cette inégalité naturelle, est insupportable. Elle adoucit donc cette réalité en parlant de personnes non-voyantes ou de personnes à mobilité réduite. Récemment, cette euphémisation a provoqué plusieurs tollés médiatiques lorsque des hommes politiques ont parlé d'incivilité et de sentiment d'insécurité pour désigner la montée des violences en France. On retrouve encore ce refus du négatif dans le phénomène des safe spaces, ces réunions entre femmes ou entre minorités où toute opinion contradictoire est bannie, et dans le cocooning, pratique consistant à rester dans le confort douillet de chez soi pour se recentrer sur soi, fainéanter, regarder Netflix en chillant. Enfin, c'est l'obsession de la santé et de la guérison, car si la volonté de persister dans l'existence est naturelle, notre époque a porté celle-ci jusqu'à la folie. Il faut entretenir son corps, se purifier intégralement de toute substance nocive, tabac, alcool, sucre, graisse, éradiquer les rides et la vieillesse, rester éternellement jeune et désirable jusqu'au délire le plus complet, comme lorsque l'influenceuse Maeva Genam se vantait d'avoir retrouvé le vagin de ses 12 ans grâce à son gynécologue. Enfin, c'est la volonté de faire disparaître la mort, volonté qui pour Murray s'est installée à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les ossements du cimetière des Saints-Innocents, situé dans le quartier des Halles à Paris, furent déplacés dans d'anciennes carrières souterraines qui devinrent alors les catacombes de Paris. Les morts ne devaient plus exister parmi les vivants, mais être enfouis profondément ou relégués dans les périphéries. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette volonté de vaincre la mort devient un projet concret porté par certains transhumanistes dans lequel des milliardaires investissent des sommes colossales. Reprenant l'idée de part maudite de l'humanité développée par Georges Bataille, Murray explique que faire disparaître le négatif et le mal, c'est faire disparaître le moteur de tout art,
toute vie humaine consistante, toute singularité. Ironiquement, la religion du positif entraîne donc la mort de l'humanité au moment même où celle-ci prétend devenir immortelle. La positivité de l'enfant contemporain le rend aussi docile. Il vit dans l'approbation du monde, la soumission à son environnement, sans envisager de le critiquer. Cette docilité infantile repose aussi sur l'assoupissement de l'individu dont la vie est prise en charge par l'État, un des nombreux traits de notre modernité pressenti il y a 2 siècles par Alexis de Tocqueville dans son essai de la démocratie en Amérique. Je vais maintenant en lire un extrait un peu long, car c'est un des plus beaux textes de la littérature française et un des plus terriblement prémonitoires. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses. Elle les a disposés à les souffrir, et souvent même à les regarder comme un bienfait. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. J'ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple. Nos contemporains sont incessamment travaillés par 2 passions ennemies. Ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l'un ni l'autre de ces instincts contraires, ils s'efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d'être en tutelle en songeant qu'ils ont eux-mêmes choisi leur tuteur. Chaque individu souffre qu'on l'attache, parce qu'il voit que ce n'est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même qui tient le bout de la chaîne. Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a de nos jours beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance. Murray partage l'analyse de Tocqueville, mais il la nuance en expliquant que les individus sont à la fois esclavagisés et abandonnés par l'État, que l'État intervient là où il ne devrait pas, mais n'intervient pas là où il devrait. L'analyse se vérifie aujourd'hui lorsqu'on voit l'État français ignorer l'accroissement de la violence ou céder ses centrales nucléaires aux Américains, tout en finançant des associations LGBT et des médias progressistes. Le triomphe du principe de plaisir est enfin criminogène. Murray relève ainsi l'apparition de nouveaux types de crimes. Les crimes sans motif, absurdes, commis par des êtres qui font littéralement n'importe quoi, et les crimes statopathiques, des crimes commis par des gens qui sont habitués à être pris en charge par l'État et qui décident de tuer ses représentants quand ils se sentent abandonnés par celui-ci, comme dans le cas de la fusillade de Zoug, en Suisse, en 2001. Il faudrait y ajouter les crimes capricieux reposant sur un délire infantile de toute puissance, les viols en pleine rue, les agressions pour une cigarette refusée, les passages à tabac pour un regard. Sur le plan spirituel, Homo festivus a renoncé à une religion catholique négative qui portait en elle le principe de réalité, qui percevait la vie comme une souffrance et affirmait des valeurs négatives telles que le sacrifice de soi ou l'humilité, pour se tourner vers une spiritualité reposant sur le confort et l'harmonie, le principe de plaisir. Cette nouvelle spiritualité est indissociable du phénomène de l'occulto-socialisme que Murray a mis en lumière dans le XIXe siècle à travers les âges. Dans cet essai, Murray révèle les liens qui unissent les idéologies socialistes et les spiritualités occultistes. D'abord, à travers les parcours de nombreux hommes de l'époque, comme Louis-Auguste Blanqui, à l'origine de la formule « ni Dieu ni maître », surnommé l'enfermé car il a passé 35 ans de sa vie en prison, et qui a écrit justement alors qu'il était derrière les barreaux « L'éternité par les astres », ouvrage dans lequel il affirme que chaque homme est éternel parce qu'il est dupliqué à l'infini dans des univers parallèles. C'est aussi Armand Barbès, lui aussi révolutionnaire socialiste, qui imaginait juste avant sa mort la future existence qui l'attendait sur un astre lointain. Les liens qui unissent l'occultisme et le socialisme tiennent aussi et surtout à leur vision similaire du monde et de l'humanité. Tous deux cherchent à atteindre un nouvel inconnu sans rapport avec la réalité. L'utopie socialiste dans un cas, le monde des esprits dans l'autre. De plus, le socialisme a plusieurs fois repris à son compte la métempsychose bouddhiste pour théoriser le progrès inéluctable des sociétés à travers les siècles, leur marche vers un idéal socialiste. Ainsi, Pierre-Simon Ballanche publie en 1829 ses Essais de palingénésie sociale, dans lesquels il affirme que les êtres et les sociétés renaissent dans un mouvement qui tend vers leur perfectionnement. Et cette idée relève bien davantage de l'ésotérisme que du vrai bouddhisme, pour lequel la réincarnation peut être rétrograde vers l'animal ou le végétal si l'individu commet de mauvaises actions. Dans la continuité de cette idée, occultistes et socialistes prêchent tous deux la disparition de l'individu, dans l'âme cosmique de l'univers dans un cas, dans la foule révoltée et égalitariste dans l'autre. Enfin, l'occulto-socialisme postule que l'humanité est belle, digne, porteuse de valeurs, et que l'histoire a un sens religieux. Menée par des puissances supérieures, elle tend vers l'harmonie, la fusion et l'indifférenciation. Ces puissances supérieures, ce sont les astres pour les occultistes ou la lutte des classes pour les socialistes. Victor Hugo est l'auteur qui incarne le plus clairement cet occulto-socialisme. Ce défenseur d'un peuple idéalisé qui conversait avec Shakespeare ou Jésus lors de séances de spiritisme, chante dans la légende des siècles la marche mystique de l'humanité vers un destin de progrès par l'émancipation des peuples et les découvertes scientifiques, avec une confusion parfois délirante. Ainsi, il évoque une montgolfière qui s'élève dans le ciel et va pêle-mêle à l'avenir divin et pur, à la vertu, au droit, à la raison, à la fraternité.
Cependant, l'occulto-socialisme ne se limite pas au seul XIXe siècle. Il constitue pour Murray une tendance qui a toujours été présente dans l'histoire de l'humanité. Déjà, au XVIIIe siècle, il se traduit par une proximité entre le mouvement des Lumières et l'ésotérisme illuministe, baignant dans l'astrologie et l'alchimie. Au XXe siècle, on le retrouve dans les régimes totalitaires national-socialistes et communistes, avec leur culte de la personnalité, leurs foules en délire possédées comme des chamans le seraient par des esprits, et leur promesse d'avènement d'une nouvelle humanité purifiée ayant accompli son destin par le triomphe des ouvriers ou de la race aryenne. Aujourd'hui, ce phénomène a encore un nouveau visage, celui de la pensée magique progressiste. C'est par exemple l'écoféminisme qui divinise les femmes pour en faire des créatures éthérées, pures et absolument innocentes, parfois même des sorcières, parodiées avec talent par Blanche Gardin, encore, dans sa série La meilleure version de moi-même. C'est aussi la vlogueuse Lena Situation affirmant que les pensées positives provoquent des destins merveilleux. La loi de l'attraction, plus égale plus, pour reprendre le titre de son livre. Mais il y a dans cette nouvelle incarnation de l'occulto-socialisme une rupture majeure. Cette spiritualité n'est pas fondée sur la croyance en l'âme cosmique ou en la marche historique des peuples vers l'égalité, mais sur l'individu lui-même. La dernière incarnation de la religion occulto-socialiste n'a donc plus rien d'une religion, puisqu'elle ne relie l'individu à rien d'autre que lui-même. Elle consiste plutôt en un délire narcissico-magique. C'est le Lucky Girl Syndrome, cette idée selon laquelle si tu crois en toi, tu finiras par t'apercevoir que l'univers entier conspire en ta faveur, ou la théorie du main character, qui consiste à penser que chacun est le personnage principal du monde qui l'entoure. Et ce sont aussi à peu près les mêmes croyances qu'expriment les influenceurs masculinistes prônant le dépassement de soi par le sport, considérant les femmes comme des animaux qu'il faudrait dompter en se transformant en ces surhommes virtuels que sont le mâle alpha ou le mâle sigma. C'est aussi cet engouement occidental pour le bouddhisme, qui ne voit plus dans la méditation une réflexion spirituelle sur la vanité de l'existence, l'illusion de l'individualité et la mort, mais un exercice de relaxation au service de la confiance en soi ou de l'efficacité des employés d'une entreprise. En somme, le développement personnel est la véritable religion de notre époque. C'est une religion au visage multiple, fluide, adaptable, dont l'essor démontre pleinement que nous vivons désormais chacun retiré à l'écart, en nous-mêmes et pour nous seuls, dans une fiction personnelle détachée du monde. Deuxième partie. Le monde magma ou le règne de l'indifférenciation. Si le concept d'Homo festivus est le premier qui vient à l'esprit lorsqu'on pense à Philippe Murray, il y a une autre idée, tout aussi essentielle, qu'on détaille plus rarement. C'est l'idée que nous vivons désormais dans un monde magmatique, où tout fusionne et sombre dans l'indifférenciation, jusqu'aux individus eux-mêmes, et que cette indifférenciation généralisée aboutira un jour à l'instauration d'un gouvernement mondial pacifié, peuplé par des individus rigoureusement identiques, des sortes de clones. À l'origine de tout, il y a la fin des différences entre les hommes et les femmes, ou plutôt, l'effacement des valeurs masculines. Notre société est dominée par les valeurs féminines, qui sont en partie celles de l'enfant. C'est le rejet du conflit et du négatif, la transparence, la protection maternelle et le désir d'osmose. Les valeurs masculines, c'est-à-dire le conflit, la critique, la séparation discriminante, qui sont pour Murray la source de l'art et le moteur de l'histoire, ont disparu. La mode du transgenrisme et l'incitation des garçons à accepter leur part de féminité relèvent de ce phénomène. D'ailleurs, à peu près personne n'aurait l'idée d'inciter les filles à accepter leur part de masculinité, ou pire, de critiquer la féminité toxique. Le triomphe de ces valeurs, en particulier le rejet du conflit, conduisent à l'absence de pensée critique, par définition négative, tout comme l'infantilisme ambiant. C'est pourquoi Murray appelle le féminisme féminihilisme. Murray constate aussi l'effacement des différences entre les artistes et les célébrités d'une part et les gens ordinaires d'autre part. Autrement dit, le fait que tout le monde se prend pour un artiste ou une star. À son époque,
C'est par exemple la pathétique vogue du karaoké, comme il dit. Et depuis, le phénomène n'a fait que s'amplifier. Avec la télé-réalité, qui a permis à des gens de devenir connus pour rien, instaurant une célébrité du vide. Avec les réseaux sociaux et leur myriade de stars anonymes qui se félicitent simplement d'être elles-mêmes, quoi que ça veuille dire. Ou encore avec l'autotune qui permet à n'importe qui de faire croire qu'il sait chanter, Instagram où chacun documente sa vie en se prenant pour une influenceuse, et TikTok où tout le monde devient danseur. Mais lorsque tout le monde se prend pour un artiste, nous dit Murray, c'est que l'art n'existe plus. Une autre frontière essentielle s'est effondrée, celle qui séparait le passé et le présent. L'homme contemporain ne regarde l'histoire qu'à travers le prisme de ses valeurs, l'égalité absolue, le respect des minorités, etc. Et par ce regard, il détruit son passé. En effet, il ne peut pas commémorer un artiste sans chercher à célébrer en lui ces valeurs qui n'existaient pas à l'époque. Il transforme ainsi Don Quichotte en roman socialiste et queer, ou Rabelais en défenseur des droits de l'homme. Mais selon la même logique, Homo festivus intente aussi et surtout des procès absurdes aux grands hommes du passé, pour des crimes qui n'existaient pas à leur époque. À propos de Rabelais, Murray fait parler Homo festivus en ces termes. Que pensait-il vraiment de la place des femmes ? Que fit-il concrètement pour leurs droits, leur dignité, pour leur statut et leur quota ? A-t-il milité pour la double journée ? Est-il bon ? Est-il méchant ? Et en fin de compte, dit Murray, l'histoire n'existe plus, sinon comme prétexte à commémoration ou à jugement. L'étude du passé devient donc un véritable tribunal moral, jusqu'au point où on se demande parfois si ces artistes ont toujours été gentils avec leurs proches. Certains reprochent même à Victor Hugo d'avoir été un amant jaloux et possessif, une sorte de pervers narcissique. Et il est difficile de ne pas voir dans ces réflexions de Murray un pressentiment de la cancel culture qui règne aujourd'hui, laquelle repose exactement sur ce regard destructeur que l'homme porte sur son passé, et conduit entre autres à déboulonner des statues ou réécrire des livres, voire parfois les brûler, comme le Conseil scolaire catholique Providence, en Ontario, au Canada, l'a fait avec 5000 livres jugés offensants pour les Amérindiens en 2021. Des livres parmi lesquels on trouve des ouvrages d'histoire, des manuels scolaires, mais aussi Tintin, Lucky Luke et Astérix. L'effacement des différences touche aussi en profondeur les individus. Ainsi, analysant les excuses publiques de Bill Clinton qui avait entretenu une relation adultère avec Monica Lewinsky, les émissions de télévision où des inconnus viennent déballer leurs histoires intimes, et la démocratisation des téléphones cellulaires, qui a eu pour conséquence que beaucoup de gens se sont mis à avoir des discussions privées en public, Murray met en évidence la disparition de la frontière entre la vie privée, l'intime et l'espace public. Cette transparence, dit-il, tend souvent à l'exhibitionnisme. Elle entraîne aussi la mort de l'érotisme, dans la mesure où celui-ci repose sur ce qui est caché et suscite le désir, en particulier lorsqu'elle se traduit par le placardage de corps en sous-vêtements sur des affiches publicitaires recouvrant les murs des villes. Enfin, la transparence est devenue un véritable mot d'ordre qui organise le contrôle des individus entre eux, et elle peut aller jusqu'au viol de l'intimité. C'est par exemple la pratique de l'outing forcé, qui consiste à révéler l'homosexualité d'une personne sans son consentement dans un but politique, inventé dans les années 1980 par des associations gays. C'est encore la Presse People, ou Mediapart, fondée par Edoui Plenel, auteur du livre Le droit de savoir, qui s'est fait une spécialité de dévoiler la vie intime de personnalités célèbres au nom de son idéologie, comme l'illustre la récente affaire Maïwenn. Mais encore pire que ça, c'est même la frontière entre l'individu et le groupe qui s'effondre. On le voit dans le désir qu'ont de plus en plus de personnes de se définir par leur appartenance à une communauté, à un groupe. Dans cette architecture sans style et indifférenciante qui loge les hommes dans des appartements anonymes, eux-mêmes agglomérés dans un immense bloc de béton, la pratique du covoiturage et de la colocation, les open space dans lesquels les employés perdent toute intimité, et encore dans cette tendance à généraliser ces problèmes personnels jusqu'à en faire des questions de société. Ainsi, relève Murray à l'époque, une mère dont le fils a des problèmes d'addiction aux drogues va venir en parler sur un plateau de télévision avant de fonder une association de lutte contre la drogue. Ou pour prendre un exemple plus récent,
une femme qui a été ignorée par un homme après avoir couché avec lui va pondre un livre féministe pour expliquer que les hommes sont tous des êtres toxiques qui considèrent les femmes comme des objets. D'ailleurs, cette femme ne va pas dire que l'homme l'a ignorée, a cessé de répondre à ses messages. Elle va dire qu'il l'a ghostée, parce qu'elle ne supporte pas l'idée que tout le monde ne s'intéresse pas à elle. Cet état de fait parfaitement banal est tellement intolérable pour elle qu'il lui faut ce nouveau mot, ghoster, pour en souligner toute l'horreur. L'indifférenciation, c'est enfin l'effacement de la frontière qui sépare le sentimentalisme et la raison, le rêve et la réalité, les désirs qui nous habitent et le monde qui leur résiste. Et ce qui triomphe, c'est le désir infantile de toute puissance, le principe de plaisir dont je parlais tout à l'heure. Comme l'écrit Murray, le fantasme fusionne avec le monde concret, les pulsions premières triomphent. Le vieux processus de désillusionnement, qui conduisait jadis vers l'âge adulte à travers un long cortège de frustrations nécessaires et formatrices, n'a plus lieu d'être subi. On peut penser aux hikikomori, ces Japonais, mais pas seulement, qui décident de rompre avec la société pour vivre dans un Éden virtuel protégé de la violence du monde. Ou encore à ces propos du plasticien Mark Quinn cité par Murray, les héros ne sont plus ceux qui partent à la guerre, mais à la conquête d'eux-mêmes. Ou aux xénogenres qui s'identifient à des elfes ou à des flaques de couleur. Ou aux incels qui considèrent que le sexe est un devoir pour les femmes et un dû pour les hommes. Ou sur un autre plan, à ces accros du smartphone pour qui le monde est devenu une sinistre comédie du cool, les influenceurs qui mettent en scène les moindres de leurs faits et gestes, et les personnes qui assistent à un passage à tabac et filment l'agression avant de s'éloigner tranquillement en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. La transformation du monde en un magma où tout fusionne et où plus rien n'existe ne tient pas seulement à cette indifférenciation généralisée dont je viens de faire le tableau, mais aussi à ce que Murray appelle la vitesse liquidatrice. Prenant l'exemple des touristes qui traversent les musées, il écrit « On vient, on paie, on regarde, on photographie, on caméscopise, on approuve, on s'évacue. » Et cette vitesse, on la voit à l'œuvre dans à peu près tous les domaines. Ce sont ces célébrités qui se font connaître pour un buzz médiatique ou une chanson sans lendemain et qui sont oubliées quasi immédiatement. Ce sont les fils d'actualité des réseaux sociaux que des yeux zombifiés regardent défiler sans rien en retenir. C'est la musique lente, invitant à la rêverie, qui a été remplacée par des rythmes rapides qui appellent à la danse. Autrement dit, c'est la musique qui ne s'adresse plus à l'esprit, mais au corps. C'est le cinéma, dont les plans longs, parfois étudiés, devant lesquels le regard du spectateur se déplaçait, errant, observant les différents détails, ont fait place à des plans rapides qui cherchent à capter en permanence l'attention du spectateur, lequel n'a plus le temps de regarder une image qui n'a de toute façon rien à dire et ne comprend parfois même plus ce qui se passe à l'écran. Ce que Mark Hamill appelle « the cinema of bewilderment », le cinéma de la perplexité, de la confusion. Ce sont les shorts de 20 secondes sur YouTube, les jobs qui se succèdent sans aucune cohérence, les salades sous plastique gobées en 5 minutes. C'est la fast fashion, l'obsolescence programmée, le couple éphémère et le coup d'un soir. La vitesse, l'immédiateté, c'est l'oubli et le néant. Rien ne dure, rien ne s'imprègne, tout s'évanouit avant même d'avoir existé. Troisième partie. La post-histoire. Pour Philippe Murray, l'histoire est finie, et nous sommes entrés dans la post-histoire. Ce concept n'a rien à voir avec la fin de l'histoire théorisée par Francis Fukuyama, qui pensait que l'humanité avait accompli sa destinée en adoptant la démocratie libérale et l'économie de marché. Pour Murray, si l'histoire a commencé avec l'apparition de la technique, du langage, de l'art, de l'écriture et des tabous, tous ces éléments ont disparu ou sont en train de disparaître, emportant l'histoire avec eux. La fin de l'histoire est donc avant tout une régression. Cette régression se traduit par un retour à l'animalité, une réanimalisation de l'homme. C'est la disparition de la parole, que Murray voyait surtout à l'époque dans le triomphe de la musique techno, et qui se poursuit aujourd'hui avec l'invasion des smileys, du rap, ou encore l'effondrement du niveau scolaire. C'est la fin de la rationalité, qu'il déduisait des nombreuses erreurs de raisonnement de ses contemporains, et qui a depuis atteint un stade stratosphérique, jusqu'à la remise en cause de la rationalité scientifique et des réalités biologiques.
On voit par exemple des personnes s'auto-diagnostiquer autistes ou hypersensibles, des obèses nier le fait que l'obésité est une maladie au nom de l'acceptation de soi, du body positive, ou encore la British Medical Association recommandait de parler de personnes enceintes plutôt que de femmes enceintes. La réanimalisation, c'est aussi l'abolition des différences et la disparition des individus au profit du groupe, de la meute, que l'on observe dans la fierté tribale de certaines féministes, certains homosexuels ou certaines minorités ethniques. Une fierté tribale car elle ne repose pas sur les mérites individuels, mais sur l'appartenance à un groupe. On défend une identité qui est en réalité virtuelle, inexistante. Murray parle de l'âge du fier, ou encore de l'hyper-reconnaissance. L'hyper-reconnaissance, c'est la fin de la reconnaissance discriminante qui mettait en valeur des chefs ou de grands artistes au profit d'une reconnaissance égalitaire, indifférenciante, et surtout grégaire. On n'existe que dans la mesure où on appartient à un groupe, à une tribu. Nos intérêts sont ceux de la tribu, et les intérêts de la tribu sont nos intérêts. C'est le retour aux sociétés primitives. Murray date le début de la fin de l'histoire en 1989. Non pas en raison de la chute du mur de Berlin, mais parce que c'est aussi l'année de la première Love Parade, un festival de musique électronique célébrant l'amour et l'excentricité. En 1989, l'humanité entre donc dans l'ère du festif et le règne des bons sentiments. Ce qui nous amène à l'autre trait essentiel de la fin de l'histoire, la disparition de la négativité, dont j'ai déjà parlé et qui se traduit sur le plan politique par le triomphe du principe de précaution, c'est-à-dire une peur de tout paranoïaque. Murray se moque par exemple d'une loi de 2004 imposant d'étiqueter toutes les bouteilles d'alcool pour informer les femmes enceintes que l'alcool est dangereux pour la santé de leur enfant, ce qui relève a priori du sens commun pour tout le monde. Enfin, sauf pour elle. Soulignant l'absurdité de cette décision, il écrit « Tout ce qui nous environne peut se transformer en horreur irrémédiable, les fleurs dans le cœur desquelles un frelon est caché, comme les nuages qui peuvent nous crever dessus sans prévenir. Il faut étiqueter les fleurs, il faut étiqueter les nuages. » En effet, cette obsession à prévenir le moindre risque à une époque où les conditions de vie et l'espérance de vie ont rarement été aussi bonnes, même si elles déclinent depuis quelque temps déjà, constitue une rupture dans l'histoire de l'humanité. Le moindre danger nous est devenu intolérable. Nous vivons dans une religion du risque zéro. Pour Murray, qui publie Moderne contre Moderne en 2006, la bien-pensance domine au point qu'elle a avalé toutes les rébellions et orchestre une dissidence qui n'a de fait plus rien de dissident. Les seuls conflits qui existent opposent les modernes aux modernes. C'est une comédie du non-choix stérile dans laquelle les désaccords n'ont lieu qu'entre instances largement d'accord sur les objectifs à atteindre. Ou encore, il n'y a plus de place pour le contre qu'à l'intérieur du pour. C'est la lutte entre les progressismes de droite et de gauche, entre les groupes féministes et les associations de transsexuels, entre les végétariens et les véganes. Et finalement, écrit Murray, ce n'est même plus le vieux conflit droite-gauche qui s'écroule, mais la réalité politique elle-même en tant que conflit. Ce faux conflit dissimule le succès intégral des valeurs de ce que Murray appelle l'empire du bien, et qui recouvre les valeurs de la gauche. L'égalité, le respect des minorités, la tolérance et les droits de l'homme. Si la gauche s'imagine persécutée et prétend affronter des ennemis comme la mondialisation marchande ou la montée de la haine et des extrémismes, il ne s'agit pour Murray que d'écrans de fumée. D'une part, parce que la gauche adhère à la même vision de l'humanité que le capitalisme qu'elle dénonce. Elle désire l'avènement d'une humanité indifférenciée, sans sexe et sans particularité par idéologie, tandis que le capitalisme poursuit le même but pour exercer son contrôle sur des consommateurs dociles. Elle prône l'accueil illimité des migrants au nom de la tolérance, comme la mondialisation marchande le fait dans le but d'exploiter une main-d'œuvre à bas coût. D'autre part, la lutte que mène la gauche contre la montée de la haine repose en grande partie sur ses fantasmes. Elle perpétue d'anciennes luttes qu'elle a déjà remportées, comme par automatisme. La lutte pour l'émancipation des femmes, pour l'acceptation des homosexuels et contre le racisme. Le problème, c'est que cette lutte exige des coupables, des incarnations de l'intolérance, de la persécution des minorités. Et comme il n'y en a plus vraiment, la gauche doit les inventer. Ainsi, elle est entrée dans ce que Murray appelle le terrorisme des valeurs.
c'est-à-dire une chasse aux sorcières qui se fait au nom de ses valeurs morales, abandonnant dans le même temps la lutte des classes. Une tyrannie se met donc en place, adoptant le langage de la libération, de la tolérance et de l'égalité pour persécuter tous ceux qui refusent d'adhérer à l'esprit du temps. Et elle est d'autant plus libre de persécuter qu'elle fait croire qu'elle est émancipatrice. Mais si Murray critique avant tout la gauche bien pensante, il ne fonde aucun espoir du côté des partis de la droite, qui ne peut plus qu'imiter la gauche. Et en lecteur enthousiaste de Céline, il n'aurait certainement pas manqué d'exercer son ironie mordante sur le patriotisme stupide d'Éric Zemmour ou sur son concept de francocide, calqué sur le féminicide de l'Empire du Bien, et qui est donc une soumission méthodique à l'idéologie dominante. À quoi ressemble le monde à l'époque de la fin des époques ? Deux formules reviennent souvent dans les textes de Murray, la disneylandisation du monde et le village Potemkin, expression qui désigne la construction de façades en carton-pâte visant à donner l'illusion de prospérité pour masquer la misère réelle des habitants d'un village ou d'une ville dans un but de propagande. Cette métaphore du village Potemkin fait d'ailleurs écho à l'homme contemporain lui-même, qui dissimule son malheur derrière une joie de façade. Dans ce monde, les événements ont disparu. Les décennies se suivent sans apporter de changements majeurs dans les mentalités. L'humanité stagne malgré les progrès techniques. Les événements sont remplacés par l'événementiel. Des entrepreneurs de l'événement remplissent le vide du monde avec des ambiances et des activités positives tout aussi vides. C'est le team building par les escape games ou les activités sportives, les clowns dans les hôpitaux, ou encore les Pères Noël des centres commerciaux. En l'absence d'événements réels, le temps linéaire ponctué de bouleversements propres à l'histoire redevient le temps cyclique des sociétés primitives, qui revient toujours à son point de départ. Et de même que les conflits politiques sont de faux conflits, les guerres de la post-histoire sont de fausses guerres. C'est ainsi que Murray perçoit la guerre en Irak de 2003, menée par des États-Unis ressemblant à un bébé géant, monstrueux, invincible, dénonçant puérilement l'axe du mal, se félicitant de mener une guerre qu'ils n'avaient de toute façon aucune chance de perdre, et qui n'avait donc rien d'une vraie guerre. Concernant cette fin des événements, nous verrons tout à l'heure que certains détails ont peut-être changé depuis la mort de Philip Murray. Mais cette analyse s'applique parfaitement à l'épidémie qui a frappé l'humanité il y a quelques années. Depuis, rien n'a vraiment changé. Nous vivons exactement dans le même monde. En un peu pire, comme l'écrivait Michel Houellebecq. L'homme post-historique vit dans des néo-immeubles sans rapport avec leur environnement. Dans des villes d'où les ivrognes et les fumeurs des bistrots, humainement et intellectuellement surqualifiés, ont été chassés par l'embourgeoisement, car ils n'auraient jamais pu accepter la néo-ville du post-humain. Ils ont été remplacés par les bourgeois bohèmes, les cadres, les professions intermédiaires, des êtres à la fois hédonistes et accros au travail, branchés nouvelles technologies et écologie. Cette néo-ville est une ville morte et conviviale qui cherche à recréer l'esprit village avec la piétonisation, les espaces culturels ou encore les repas de quartier, nous dit Murray, qui ne manque pas au passage d'ironiser sur le désir d'osmose et la joie stridente dont font preuve des citadins qui participent à une opération immeuble en fête. On pourrait ajouter aujourd'hui la végétalisation des trottoirs, la chaîne de restaurants HD Diner, dont les établissements destinés aux clones festivistes sont des reproductions sans âme des diners américains, fréquentés à l'origine par les classes populaires. Et aussi le co-living, cette sorte de colocation à grande échelle. Dans le co-living, une dizaine de personnes se rassemblent dans un bâtiment comportant des chambres privées et des espaces partagés. Cuisine, salle à manger, jardin avec éventuellement une serre connectée, spa, espace de coworking, etc. Et comme le dit un de ses adeptes dans une interview, il faut faire de petites concessions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter la musique de son choix, ni choisir ce qu'on mange, ni inviter ses amis quand on le souhaite. On retrouve ici, bien sûr, l'effacement volontaire de l'individu à l'intérieur de la communauté. Murray tourne aussi en ridicule, dans plusieurs de ses textes, l'opération estivale Paris-Plage, dans laquelle il voit un effet de l'indifférenciation ambiante et des caprices de l'homme contemporain. On se détend où on travaille, on stresse où on skie, on bronze où on roule, on exige le dépaysement à domicile. Et suivant la mode des concept stores, on pourrait compléter ces paroles de Murray. On se fait tatouer en prenant son thé,
On achète des disques en se faisant une coloration. On fait réparer son vélo en s'enfilant une pinte. La néoville est donc un espace ludique, confus, disneylandesque, pensé pour le kidult festif. D'ailleurs, même jeter un emballage dans une poubelle ou un mégot dans un cendrier y devient un geste super fun. Mais parfois, l'homme post-historique, exaspéré par le bruit et la pollution de l'air, a besoin de changer de décor, de se reconnecter aux sources. Il s'improvise alors néo-rural. Murray décrit le néo-rural comme un citadin qui cherche à retrouver la ville à la campagne, qui désire les avantages de la campagne sans ses inconvénients, et qui est bien décidé à imposer son mode de vie à ceux qui étaient là avant lui. Et encore une fois, il touche juste, car depuis quelques années, les dépôts de plaintes venant des citadins récemment installés à la campagne à l'encontre des agriculteurs se sont multipliés. Chant du coq, meuglement de vaches, tintement du clocher, effluves de fumier, tracteurs qui passent devant les fenêtres dès l'aube, voilà qui est tout bonnement intolérable pour Homo festivus, qui veut les légumes sans les agriculteurs, le parfum des fleurs sans l'odeur du fumier, le chant du rossignol sans les cris du coq, et pourquoi pas de l'herbe en pâte à sucre, des nuages de coton, et des renards tout mignons qui chantent de jolies chansons sur l'amitié. Les beaufs ou les ploucs qui ont été chassés de la néoville forment peut-être le seul groupe social qui trouve grâce aux yeux de Murray. Car s'ils ne théorisent pas leur époque, ils lui résistent en faisant preuve de ce que George Orwell appelait la common decency, ou décence commune. Ils font preuve d'entraide, de générosité, de franchise, de bon sens, et ont le sens de la justice. Ils ne veulent pas des délires de la bien-pensance, et ils savent qu'elle organise leur mort. Ils incarnent l'ancien monde historique, et par là même, ils sont pris pour cible par Homo festivus. Ils deviennent ce que Murray appelle les ploucs émissaires, un groupe qui rappelle un peu la France périphérique de Christophe Guilly. Lorsque ceux-ci expriment un désaccord vis-à-vis du pouvoir en place, Homo festivus considère que sa propagande souffre d'un déficit de communication, et que le plouc n'a pas voté selon ses propres intérêts. Ce déficit de communication dont parlait Murray en 2001, devenu depuis manque de pédagogie, illustre le mépris dont les dominants font preuve à l'égard des classes populaires, tout comme leur incapacité infantile à accepter l'existence d'une opinion différente de la leur. Si des gens expriment un désaccord par rapport à leur vision du monde, cela ne peut pas être un vrai désaccord, mais simplement une erreur d'appréciation qui doit être corrigée par un surcroît de pédagogie. Autrement dit, le peuple des ploucs est un enfant à qui il faut expliquer ce qui est bien pour lui. Dans Festivus Festivus, Murray voit en ses ploucs émissaires une sorte d'espoir, mais ténu, car il sait qu'ils sont en passe d'être rééduqués par leur environnement, les médias, mais aussi les écoles. Les écoles où, aujourd'hui, des associations LGBT et transgenres font du prosélytisme en prétendant défendre l'ouverture et la tolérance. Car bien sûr, l'école doit se mêler de la sexualité et des opinions politiques des élèves, ce qui nous ramène, écrivait Murray qui avait pressenti ce basculement, à l'idéal des charmants régimes totalitaires où, en effet, les enfants n'étaient pas la propriété des parents, mais de l'État et de l'idéologie. La fin de l'histoire que théorise Murray ne se limite cependant pas au phénomène que je viens de détailler. Elle est indissociable de la disparition de l'humanité, et par exemple de l'infantilisme généralisé ou de l'effondrement de la réalité. Mais c'est aussi, explique Murray, quelque chose qu'on a la faculté de ressentir ou non. C'est un sentiment d'étrangeté à l'égard de ce qui vous entoure, une impression de fin du monde qui vous prend lorsque vous traversez le wagon d'un train, environné de regards éteints rivés sur des écrans de smartphone, ou lorsque vous êtes à une soirée et que quelqu'un hurle avec une joie stridente que sa vie est trop cool et que tout est trop cool. Ou encore lorsque vous errez sur Tinder et que toutes ces personnes souriantes avec un enthousiasme extatique vous paraissent fausses, vides. Quatrième partie. Les démons ou la vengeance du néant. Derrière le visage angélique et joyeux d'Homo festivus se cachent d'autres aspects, plus sombres, de sa personnalité. Je les ai déjà effleurés. Nous allons maintenant les examiner en détail afin de dresser le portrait de la face obscure d'Homo festivus. Cet aspect d'Homo festivus, Murray le rapproche, dans un de ses textes, des démons socialistes de Dostoïevski, des nihilistes qui se moquent de l'art,
de la morale, de la science et de la religion, et qui passent leur existence à semer le chaos et la violence. Je l'ai dit, Homo festivus est narcissique. Il est aussi capable de faire preuve d'un égoïsme illimité, comme par exemple lorsque les festivaliers de la Love Parade de 2010, coincés dans un tunnel, se sont poussés et piétinés sauvagement, faisant plus de 600 blessés et 20 morts. Alors même qu'il participe à une grande fête de l'amour et de la tolérance, alors même qu'il célèbre l'altérité, Homo festivus redevient au premier danger cet animal individualiste pour qui seule sa survie compte. Cependant, ce déni de l'autre ne tient pas seulement à un réflexe de survie. C'est une tendance profonde chez Homo festivus, qui déteste toute différence. Les étudiants de l'université de Bordeaux-Montaigne font interdire une conférence de Sylvia Nagasinski parce que celle-ci exprime des réserves à l'égard de la PMA. Des étudiants de l'ENS demandent à interdire l'accès à certains couloirs de l'internat aux hommes cisgenres qui seraient essentiellement dangereux. À Lyon, on voit des prides en non-mixité dans lesquels les organisateurs imposent la séparation des personnes racisées et des blancs, des cisgenres et des non-genrés, des lesbiennes et des gays, et où même les handicapés doivent se rassembler dans un cortège où ils sont réduits à leur handicap. C'est aussi cette obsession pour l'ethnicité, qui se traduit, pour le moment, par une haine des blancs. La cuisine française devient vectrice d'une blanchité raciste, tout comme la peinture blanche norvégienne. Le whitewashing au cinéma est un scandale, mais si une actrice noire incarne la reine Anne Boleyn, c'est un signe de progrès. Dans l'apocalypse communautariste où nous nous enfonçons, écrit Murray, chaque groupe de pression particulier peut bien être en guerre avec les autres ou faire semblant de l'être. Ils n'ont ensemble qu'un seul ennemi, la liberté. Homo festivus est en effet communautariste. Il a sa tribu, on l'a vu. Et si au premier abord on pourrait penser que les tribus poursuivent des intérêts divergents, ce n'est pas entièrement vrai. Toutes sont modernes, toutes détestent la vie, toutes veulent interdire ce qui ne leur plaît pas. Murray prend pour exemple une féministe opposée aux piscines interdites aux femmes préconisées par des musulmans et qui participe elle-même à un festival de films lesbiens interdits aux hommes. Cet exemple, qui date d'une vingtaine d'années, nous montre bien que le wokisme et la cancel culture d'aujourd'hui n'ont pas été importés des États-Unis d'un coup brusque, mais ont couvé pendant des années avant de prendre leur essor. Cette haine de l'altérité est en partie liée à ce que Murray appelle le parc d'abstraction du monde. Enfermé en lui-même, Homo festivus perd toute conscience de l'altérité. Les autres deviennent des abstractions. Ils sont niés. Les crimes passionnels deviennent des féminicides. Les femmes concrètement maltraitées, écrit Murray, se retrouvent généralisées et abstractifiées par ceux ou celles qui entendent prendre leur défense, mais seulement à condition de mettre au-dessus de chacune d'entre elles un concept qui les domine et qui les englobe, et même les absorbe au point de les faire disparaître, le groupe auquel elles appartiennent. Ce même phénomène se retrouve lorsqu'on voit la gauche et une partie des banlieues faire un scandale de la mort de Naël Merzouk pour accuser la police française de racisme, sans montrer le moindre intérêt pour une fillette tombée dans le coma, après avoir été percutée par un jeune à moto qui faisait du rodéo urbain. Mais aussi lorsque Valeurs Actuelles fait des unes sensationnalistes sur l'immigration avec en gros titre « Ils arrivent » ou « Les tueurs sont parmi nous ». Cette tendance à réduire les autres à des abstractions idéologiques dessine peu à peu un monde où il n'y aura plus d'êtres humains, mais uniquement des alliés et des ennemis. Elle prépare lentement le terrain à une guerre civile. Par ailleurs, l'abstraction est propre à la politique, qui ne s'intéresse qu'aux généralités, aux masses, et incompatible avec l'art, notamment lorsqu'il s'agit de créer un personnage un tant soit peu consistant. Or, on constate, dans de plus en plus de romans et de films, cette incapacité à porter un regard singulier sur le monde, comme à créer des personnages contradictoires, intéressants, humains. Mais c'est en vain que certains critiques s'indignent des messages politiques auxquels ces fictions et leurs personnages se réduisent. Car les artistes dont on parle sont avant tout incapables de voir dans le monde et les personnes qui les entourent autre chose que des abstractions appartenant au bien ou au mal, telles que l'idéologie du bien les définit. Ils sont en fait incapables d'effleurer la possibilité d'une œuvre d'art. Et ils sont loin d'être les seuls à vivre dans ce monde mort, statufié. Pour Murray, notre époque est en proie à ce qu'il appelle l'envie du pénal, allusion humoristique à l'envie du pénis de Freud, qui postule que les jeunes filles connaissent à un moment de leur développement
l'angoisse de ne pas posséder un pénis. Cette envie du pénal, de loi, est symptomatique de la terreur de l'imprévu d'Homo festivus, pour qui toute situation de la vie doit avoir été prévue par la loi, mais aussi de son obsession haineuse pour la condamnation. Le désir compulsif de produire des lois conduit à des absurdités pures sur le plan législatif, et ce dans 3 domaines. D'une part, ce sont les lois extraterritoriales, comme le FCPA américain, qui sont une aberration de principe puisque chaque pays est censé pouvoir décider des lois qui s'appliquent sur son territoire. D'autre part, ce sont les lois rétroactives comme la loi Taubira de 2001, reconnaissant la traite atlantique comme crime contre l'humanité, alors que la même Taubira déclarait, concernant la traite arabo-musulmane, que les jeunes Arabes ne devaient quant à eux pas porter sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Enfin, ce sont les lois portant sur la vie privée des individus, notamment les projets de loi sur le partage égal des tâches ménagères, portés par divers partis écologistes depuis plusieurs décennies, et dont Murray est sûr qu'ils finiront par être adoptés. Autrement dit, l'envie du pénal dans nos sociétés est tellement forte qu'elle déborde sur des domaines qui sont censés être étrangers à la loi d'un pays. Les pays étrangers, le passé et la vie privée des individus. Cette envie du pénal s'accompagne d'un climat de suspicion généralisé porté par l'empire du bien. Or, ce climat de suspicion généralisé évoqué par Murray a aujourd'hui empiré. Il est devenu un climat de culpabilité présumée. Et on a vu ces dernières années de nombreux acteurs être blacklistés par des studios de production parce qu'ils avaient été accusés de harcèlement sexuel ou de viol, avant même que la justice ait émis le moindre jugement. Ce climat de culpabilité présumée va de pair avec ce que Murray appelle la police de l'arrière-pensée, faisant allusion à la police de la pensée du roman 1984 de George Orwell, laquelle repose sur le contrôle des médias d'information, les télécrans installés partout, dans les lieux publics comme dans les domiciles, et dont les caméras surveillent les individus en permanence, ou encore l'embrigadement dans la ligue des jeunes et des espions, qui poussent notamment les enfants à dénoncer les crimes d'opinion de leurs parents. 3 éléments dont on voit de nombreux reflets dans le monde qui nous entoure. La police de l'arrière-pensée, elle, cherche des crimes de pensée jusque dans des propos apparemment anodins, voire conformes à l'idéologie du bien. On la retrouve à l'œuvre lorsque des personnalités publiques font l'objet d'une cabale pour un trait d'humour jugé offensant voire criminel, comme une blague sur les femmes. Lorsque les supporters d'une équipe de football chantent « Paris, on vous en » et que cela suffit à en faire d'abominables homophobes. Lorsque n'importe qui emploie le mot hystérique et devient par là même un machiste infréquentable. Ou encore lorsqu'un homme a le malheur d'écarter les jambes dans le métro et se retrouve immédiatement coupable de ce crime odieux qu'est le manspreading. Mais que faire alors de ces femmes qui posent leur sac à main à côté d'elles? D'abominables sacs à main spreadeuses? Le second degré, la nuance, et le moindre réflexe inattentif n'ont plus droit de citer dans le monde d'Homo festivus. Les policiers de l'arrière-pensée, plongés dans une rage abrutie et infatigable, dénichent des crimes à chaque mot, chaque regard, chaque geste. Enfin, nous allons le voir, cette obsession de l'offense et de la délation, de la plainte et de la condamnation, est aussi un désir de vengeance. On devient moral dès qu'on est malheureux. Cette phrase de Marcel Proust revient plusieurs fois chez Murray. Et en effet, elle fait tristement écho à notre époque. J'ai parlé tout à l'heure de ce besoin qu'a Homo festivus de généraliser ses problèmes personnels. L'explication qu'en donne Murray est la suivante. Homo festivus est incapable de vivre les épreuves douloureuses de l'existence, d'accepter qu'elles font partie de la vie. Il veut à tout prix éviter la moindre souffrance. Il a donc besoin de fondre sa douleur avec le général, de la transformer en question de société. Le chagrin individuel est réel. Homo festivus en fait donc une abstraction, un problème de groupe, par essence virtuel. Mais en externalisant certaines souffrances, il en vient à chercher autour de lui des coupables à son malheur, et se met en tête qu'ils doivent payer. Cela nous amène à la frustration d'Homo festivus. Car celui-ci a vaguement conscience de son vide intérieur, nous dit Murray. Il s'ennuie, il est mécontent, il a du ressentiment, de la rage, et il ne lui reste qu'une chose à faire, se venger. Parce qu'il ne parvient pas à exister, il se livre à ce divertissement haineux qu'est le recours à un tribunal, ou à la délation, ou encore à l'appel à la censure.
Il se fantasme en Zola et devient un jacuziste jacuzomane qui j'accuse tout et n'importe quoi. Parfois il écrit pour venger sa race et son sexe, comme Annie Ernaux, ou bien il porte plainte pour viol dans le but de se venger d'une rupture. Cette rage impuissante se révèle aussi dans l'obsession nihiliste d'Homo Festivus pour la destruction. Il critique toutes les formes de construction sociale, n'aspirant qu'à les déconstruire. Il ne produit aucune œuvre d'art et désire censurer les chefs-d'œuvre du passé. C'est comme s'il souhaitait plonger le monde dans son propre néant. Derrière la façade de désinhibition, de kermesse et de libertarisme se trouve le puritanisme, le moralisme et la chasse aux sorcières. Enfin, comme l'écrit Bret Easton Ellis à la fin de son essai White, lorsque vous êtes en proie à une rage infantile, la première chose que vous perdez est le jugement, avant que vienne le tour du sens commun. Et à la fin vous perdez l'esprit, et avec lui, votre liberté. Cinquième partie. La culture et la mort de l'art. Pour Philippe Meuret, la littérature n'existe que lorsqu'elle résiste à son époque et à ses idées reçues, son paradigme. Et tout écrivain digne de ce nom doit logiquement s'écarter de la communauté humaine. C'est pourquoi il a beaucoup d'admiration pour des auteurs comme Balzac, Baudelaire et Céline, mais ne fait pas grand cas de Victor Hugo ou Jean-Paul Sartre. L'écrivain et l'intellectuel doivent regarder le monde avec étonnement pour en percevoir les mouvements secrets. Or l'engagement pour des causes politiques produit inévitablement une forme d'aveuglement et empêche de penser son époque. Il sert aussi parfois à masquer cette absence de pensée. La littérature contemporaine ne se soucie plus de penser l'époque dans laquelle elle existe. Elle est approbatrice et mielleuse. Et même quand elle s'efforce d'être subversive ou trash, parce qu'elle sent qu'elle est vide et qu'elle n'a rien d'autre à faire, elle est en réalité conformiste, car la subversion est devenue une norme. Les auteurs fuient le réalisme pour des histoires réconfortantes et sans substance, ou bien pour raconter leur vie dans des autofictions nombrilistes. C'est encore le principe de plaisir. Pour Meuret, c'est un magma de fiction indifférenciée, interchangeable et réversible. Une littérature de l'irréel, de la diversion, qui ne veut pas voir le monde qui l'entoure, et encore moins le penser. Pire, il n'y a même plus d'auteurs singuliers. Tous se ressemblent dans leur absence de style et de personnalité, ce que révèle l'usage compulsif que font certains d'entre eux du pronom personnel indéfini « on », lequel renvoie à une masse anonyme. Enfin, la littérature, vidée de toute substance, tend à n'exister plus que pour une supposée utilité sociale. Elle doit porter un message politique, stimuler la créativité de tout un chacun à travers les ateliers d'écriture dans une logique de développement personnel, ou encore se faire thérapeutique avec l'art-thérapie. Pour toutes ces raisons, Meuret choisit de ne pas parler d'auteurs pour désigner les amateurs d'écriture de son époque, mais de graphomanes. Meuret identifie plusieurs phénomènes à l'origine de cette mort de la littérature. Premièrement, la littérature de l'engagement a triomphé avec Victor Hugo dans la seconde moitié du XIXe siècle, avant de régner presque sans partage sur le XXe siècle, notamment avec Jean-Paul Sartre. Le mouvement du nouveau roman, lui, a enfermé la littérature dans des interrogations formalistes stériles et cherché à détruire le roman réaliste traditionnel, abandonnant complètement toute tentative de décrire son époque. La médiatisation de la littérature, avec des émissions comme Bouillon de culture ou maintenant La Grande Librairie, dans lesquelles des auteurs sont rassemblés autour d'une thématique, donc où la singularité de chaque auteur est niée, a conduit à sa domestication, sa soumission à la télévision, qui lui a ôté son existence propre. Un autre facteur de la disparition de la littérature, comme de l'art en général, est le fait que tout le monde se mette en tête d'écrire, pensant stupidement « il me suffit d'exhiber mes blessures et d'appeler ça de l'art ». J'ai déjà évoqué ça tout à l'heure en parlant de l'indifférenciation généralisée, je vais donc simplement compléter avec un parallèle que fait Meuret entre ce phénomène et la récitatio de la Rome antique en déclin. À partir du 1er siècle, beaucoup de Romains se mettent à déclamer des textes dans la rue. Les avocats récitent leurs plaidoiries, les hommes politiques rabâchent leurs discours, et même les gens ordinaires se mettent à débiter les oraisons funèbres qu'ils ont écrites pour leurs proches décédés. Ainsi, les auditeurs se transforment en récitateurs,
le public fait irruption sur la scène, et la littérature finit par se noyer dans le flot indifférencié des paroles. Inévitablement, l'esprit de l'époque finit par se détourner des écrits nuancés pour se gaver d'effets faciles et d'opinions tranchées. Le goût se dégrade. Enfin, la littérature est le théâtre d'une conspiration du silence provoquée par la police de la pensée et de l'arrière-pensée qui s'est mise en place, ainsi que par le règne de la logique marchande dans les maisons d'édition qui préfèrent publier des textes formatés, comme les autres, dont elles sont sûres qu'ils trouveront leur public. On le constate encore lorsqu'on regarde les romans qui paraissent chaque année et se ressemblent tous, mais aussi les livres écrits par des youtubeurs ou des influenceurs qui n'auraient de toute évidence jamais été publiés sans l'existence de leurs abonnés, lesquels garantissent de bonnes ventes aux éditeurs. Dans son roman Postérité, Philippe Meuret imagine une maison d'édition appelée Best, qui corrige ou réécrit les livres des auteurs qu'elle publie, de manière à les formater pour qu'ils correspondent au goût du public. S'il ne s'agit pas exactement d'une censure morale au nom de la sensibilité des minorités, on ne peut s'empêcher de penser aux sensitivity readers d'aujourd'hui, qui censurent un roman du scénariste et romancier américain Bruce Wagner parce qu'un de ses personnages, obèse, se surnomme ironiquement la grosse Joan, ou qui réécrivent les romans d'Agatha Christie en supprimant les mots juifs et oriental, et même l'expression belle dent blanche, ou encore en remplaçant une jeune femme ayant un style gitan par une simple jeune femme. Mais le roman n'est pas le seul art qui a disparu. La poésie n'est plus que l'extatisme, l'effusionnisme, la sentimentalité indistincte, le vitalisme, et elle est à portée de tous, y compris cette lauréate du Grand Prix de la poésie organisé par la RATP en 2023, Salomé, 5 ans. J'ai soulevé le ciel, j'ai vu des étoiles qui faisaient la sieste. La musique, de son côté, n'est la plupart du temps qu'un bruit de fond dans les magasins ou dans les rues à la période de Noël. Sinistre témoignage de notre terreur du silence, de la pensée, ou un prétexte à se défouler en soirée. Elle est de plus en plus dominée par un rap débile et brutal, ainsi qu'une pop narcissique pataugeant dans une confusion pseudo-rimbaldienne pour se donner un côté artiste. L'art contemporain est devenu un art du concept qui n'exige aucun talent, plébiscité par une bourgeoisie qui voit dans ceux qui critiquent le plug anal géant dressé place Vendôme d'affreux réactionnaires. Il est contaminé par les idéologies politiques progressistes ou bien devient interactif et ludique, affirmant que le public fait partie de l'œuvre d'art. Le cinéma enfin est un art de l'approbation comme les autres, répétant continuellement qu'il faut être tolérant, accepter les autres malgré les différences, chanter la diversité, célébrer les minorités, que la nature est gentille, qu'il faut faire de sa vie un rêve, ou encore s'aimer, croire en soi et en rien d'autre si on est une femme, mais accepter qu'on ne peut prendre aucune décision par soi-même et qu'on a besoin de ses proches si on est un homme. Meuret critique avec vigueur la culture institutionnalisée, en particulier les intermittents du spectacle. Il les considère comme une masse d'individus sans talent, autoproclamés artistes avant même d'avoir reçu les applaudissements de quiconque, qui font de l'art simplement par ennui et par vanité, pour l'autosatisfaction de se croire artiste. C'est en somme une médiocrité subventionnée, qu'il désigne sous le nom d'artistisme. De plus, lorsque leurs subventions sont menacées, ils s'adonnent avec une certaine hystérie à un chantage qui consiste à faire croire que les abandonnés se seraient abandonner la culture et la pensée. Lorsque leurs subventions se portent mieux, ils se livrent à un activisme égocentré, prétendant venir en aide aux autres pour se célébrer eux-mêmes. Ils sont une des incarnations de ce que Meuret appelle les mutins de Panurge, en référence aux moutons de Panurge de François Rabelais, des suiveurs qui font semblant d'être rebelles, alors qu'ils participent au système qu'ils critiquent. C'est la dissidence étatique, ou encore la rébellion subventionnée. Ces faux rebelles ne sont donc pas seulement les intermittents, mais aussi des politiciens, des artistes et des acteurs. Aujourd'hui, on a les entreprises les plus polluantes qui s'adonnent au greenwashing, les actrices qui appellent les gens à se mobiliser pour le climat tandis qu'elles passent leurs vacances sur un yacht, ou encore des élus de gauche se posant en défenseurs du peuple luttant pour une répartition égale des richesses qui détournent de l'argent public. Les mutins de Panurge font semblant de se rebeller. Les mutés de Panurge constituent la nouvelle humanité transformée par la bien-pensance. Les matons de Panurge, eux, gardent la prison et procèdent à des rappels à l'ordre,
Ce sont par exemple les libraires indépendants, qui, note Murray, se sont mis récemment à sélectionner les auteurs qui leur plaisent, et surtout à ne pas vendre les auteurs nauséabonds qui leur déplaisent, mais même parfois à faire des remarques à leurs clients concernant la moralité des auteurs qu'ils lisent. Autrement dit, les libraires ont cessé d'être de simples commerçants, experts, proposant des livres contradictoires, pour faire de leurs établissements des reflets de leurs engagements, qui sont toujours les mêmes. Ce sont bien sûr toutes ces librairies féministes, écologistes, écoféministes et anticapitalistes. Cela revient bien sûr à une forme de propagande. Les matons, ce sont aussi les parents d'élèves qui prétendent imposer leur volonté aux professeurs et aux proviseurs. Ce sont les associations de victimes, comme SOS Homophobie qui porte plainte contre un gynécologue parce qu'il s'est déclaré incompétent pour examiner une femme transsexuelle. Ce sont tous ceux qui passent leur vie à étouffer toute opinion s'écartant des dogmes de la bien-pensance. À cette époque en état de mort cérébrale, Murray oppose sa pensée et son humour. Pour lui, la connaissance du passé de l'humanité, c'est-à-dire avant tout de ses grands écrivains, est nécessaire si l'on souhaite acquérir le recul et les armes cognitives permettant de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et comprendre ce monde dans toutes ses composantes est indispensable pour pouvoir lui résister. Murray a passé une grande partie de sa vie à lire la presse et à regarder la télévision pour analyser le discours des dominants, comprendre le monde qu'il voulait faire advenir, mais aussi à déchiffrer l'évolution de la vie quotidienne concrète de ses contemporains, reprenant à son compte ces paroles de Balzac, indiquer les désastres produits par le changement des mœurs est la seule mission des livres. La démarche intellectuelle de Murray consiste à faire en sorte que ce qui va de soi n'aille plus de soi. Par ses analyses et ses pointes d'humour, il veut nous rendre la vie quotidienne familière dans laquelle nous évoluons étrangère, afin de nous en faire percevoir l'absurdité, notamment en dévoilant les liens secrets qui unissent des phénomènes apparemment contradictoires. S'il forge des concepts comme Homo festivus ou les mutins de Panurge, ce n'est pas seulement par humour, mais parce que notre époque, qui ne ressemble à aucune autre époque du passé, qui est en rupture complète avec son histoire, nécessite de nouveaux concepts pour être analysés. Enfin, s'il s'adonne à l'outrance, à l'excès et à un humour tranchant et absurde, c'est pour secouer une époque endormie qui a perdu tout sens du second degré et toute humanité. On pourrait s'amuser à résumer ce qui précède par un portrait, celui d'Emmanuel Macron par exemple. Emmanuel Macron est jeune, il aime séduire, il est positif, narcissique, il ne supporte pas la moindre contradiction. Il explique au petit peuple des ploucs qu'il faut être plus gentil et moins bougon, puis met en scène un grand débat factice pour montrer qu'il est quand même tolérant, qu'il sait faire semblant d'écouter. Il va au hasard des polémiques, un coup à gauche, un coup à droite, et dit tout et son contraire parce qu'il n'y a plus de réalité qui compte. Il n'y a que la gestion de la crise du moment par l'enfumage. Il est le pote des rappeurs et des transsexuels, mais aussi le grand homme sérieux, providentiel. Le matin, il joue aux devinettes avec des youtubeurs. Le midi, il mange du cordon bleu avec une coupe de champagne. Et le soir, il fait un grand discours solennel sur le tragique de l'histoire. Il est le président horizontal et vertical. Le président en diagonale peut-être, ou plutôt de traviole. Il est tout et n'importe quoi, et surtout rien. En un mot, il est une incarnation quasi parfaite d'Homo festivus. Restent quelques questions. Comment Philippe Murray, l'auteur à l'origine de ces constats bien sombres, percevait-il l'avenir ? Cela dépend des textes. Pour lui, les individus veulent ce qui leur arrive, et les espoirs de réveil sont ténus. Cependant, ils existent, et dans les derniers textes de sa vie, Murray constatait un début de débâcle pour l'Empire du bien. Début de débâcle qu'il entendait aggraver en continuant de décrire le monde, de dévoiler les horreurs et les misères du chaos global. Depuis la disparition de Murray il y a une quinzaine d'années, notre monde est-il encore tel qu'il le décrivait ? En grande partie, de toute évidence. Il y a quand même quelques différences. Disneyland est devenu plus sale, plus violent, plus apocalyptique, il s'est teinté d'un air de Zombieland. Le début de débâcle entrevu par Murray s'est concrétisé,
et un nouveau conflit opposant les modernes aux anciens se superpose au conflit du moderne contre le moderne, en particulier depuis l'élection de Donald Trump et le mouvement des Gilets jaunes. Ce conflit semble parti pour perdurer, comme le montre, dans un autre registre, la récente défection de spectateurs qui frappe Netflix, Marvel et Disney. Cependant, Murray se serait certainement moqué avec joie de certains partisans de ce camp des anciens, qui, avalés par l'empire du bien qu'ils prétendent combattre, se mettent à leur tour à plonger dans la propagande, la négation des individus ou une cancel culture de droite. Philippe Murray a compris avant les autres les bouleversements profonds que nous sommes en train de vivre. Et si certains événements récents comme l'apparition des smartphones ou l'explosion du wokisme pourraient apparaître à première vue comme des ruptures dans l'évolution des choses, ils n'ont fait la plupart du temps qu'amplifier des phénomènes qu'il avait déjà décrits. L'humanité retombe dans l'enfance et dans l'animalité. L'indifférence, le malheur et la vengeance triomphent. Des morts vivants s'agitent sur la piste de danse. Il y a des cris de rage et des rires sinistres. L'histoire se termine dans un magma de néant.